Je me tenais près de la porte 14, mon manteau drapé sur un bras et le voile de famille serré fermement dans l'autre, lorsque le message est arrivé. 5 mots brefs. Froid. Sans appel. En fait, c'est juste sa famille. Pas de salutation, pas d'excuses, pas même « maman ». Juste ça, comme une course oubliée sur une liste. Le bruit du terminal s'estompa autour de moi. Une femme non loin de là riait dans son téléphone, sa valise se balançant contre son mollet. Un enfant tirait sur la manche de sa mère pour lui demander des bonbons. Le monde continuait, mais pas moi. Je fixais l'écran, espérant qu'il change, qu'il s'agisse d'une erreur. Mais le petit point qui signifiait qu'il était en train de taper n'est jamais réapparu. Je n'ai pas pleuré, même si j'en avais envie. J'avais l'impression que ma poitrine était pleine d'eau et de verre, une substance qui clapotait et me transperçait à chaque respiration. Au lieu de cela, je me suis assise lentement sur le banc en métal, lissant ma jupe comme si j'avais un endroit où aller ou comme si la dignité n'avait pas simplement fait ses bagages et s'était envolée sans moi. J'avais payé mon billet moi-même. Personne ne me l'avait demandé, bien sûr. Je me suis portée volontaire, heureuse d'être incluse, heureuse de venir. J'ai acheté une nouvelle robe impeccable, bleu nuit avec des boutons de nacre et j'ai emballé le voile que ma mère avait porté en 1947 et moi en 1972, espérant que sa future épouse le trouverait charmant. Je l'ai fait nettoyer, plié dans du papier de soie et noué un ruban. Il y avait aussi les cadeaux, un chèque glissé dans une enveloppe et un médaillon gravé de leurs initiales. Maintenant, tout cela était à côté de moi, dans une valise fleurie à la poignée usée, comme une exposition de musée consacrée à un effort inutile. Il savait que je venais, que j'avais réservé le vol et l'hôtel, que j'apportais le voile. Il a simplement attendu que je sois arrivé, que j'ai atterri, que je sois là où j'étais venu pour lui, puis il m'a effacé d'un texto. J'ai rouvert le message, je l'ai relu comme si le ton se cachait quelque part dans l'espace vide entre les lettres. Ce n'était pas le cas. C'était comme ça. J'ai remonté la fermeture éclair de mon manteau et me suis relevé, me tenant plus droit que je ne le pensais. Peut-être que quelqu'un m'observait. Peut-être que l'univers me regardait. Je n'allais pas le laisser me voir m'effondrer. La file d'attente pour les taxis était courte. Le chauffeur, un jeune homme au tatouage qui dépassait de ses manches, leva à peine les yeux lorsque je lui donnai le nom d'un hôtel que j'avais choisi, car il semblait propre et calme. Il me demanda si j'étais en ville pour le mariage. J'eus un sourire crispé. Plus maintenant, répondis-je. Le trajet se fit ensuite en silence. La ville défilait avec ses palmiers et son ciel parfait, rien à voir avec le Minnesota. Trop lumineuse pour une journée comme celle-ci. Trop belle pour combler le vide que je ressentais. À l'hôtel, je me suis enregistré, j'ai donné un pourboire au chasseur, même si je ne le faisais jamais d'habitude, et je suis resté un long moment immobile dans la chambre. La fenêtre donnait sur un parking et un centre commercial avec une pharmacie et un magasin de yaourts glacés, pas la vue que j'avais imaginée en réservant. J'ai d'abord déballé le voile, le déposant délicatement sur le lit, comme une personne fragile et endormie. Puis le médaillon, puis la carte. Je les ai alignés comme des preuves dans une affaire que personne ne poursuivrait. Puis je me suis assise dans le fauteuil près de la fenêtre et j'ai contemplé. Il n'a pas toujours été comme ça, c'est ça le problème. Il pleurait quand je le déposais à la maternelle. Il me faisait des dessins de maison avec moi à l'intérieur et des cœurs sur le toit. Il s'asseyait à côté de moi pendant que j'épluchais des pommes pour la tarte et me demandait comment fonctionnait le soleil. Je pensais je ne sais plus quoi, que les mariages étaient pour la famille, que les mères comptaient, qu'être celle qu'il avait accompagnée quand il avait la rougeole signifiait quelque chose, même maintenant. Qu'il aurait peut-être voulu que je sois derrière lui ce jour-là, silencieuse et pleine d'amour. Au lieu de cela, il m'a effacé. Et pourtant, je n'ai pas pleuré. Je suis resté assise en silence jusqu'à ce que la lumière s'éteigne et que les néons de l'autre côté de la rue clignotent. Puis je me suis levé, je me suis dirigé vers le bureau, j'ai pris le bloc-notes et le stylo à côté du téléphone et j'ai commencé à rédiger une liste. Elle contenait 2 points, annuler le virement à James son nom, appeler Margaret est mon avocate. Je ne lui avais pas parlé depuis des mois, mais soudain, j'ai su exactement ce que je devais lui dire, si je n'avais plus de place à sa table, je cesserais de financer le festin. J'ai replié le voile dans sa boîte une dernière fois, puis j'y ai placé le médaillon et j'ai scellé l'enveloppe, non pas avec des larmes, mais avec détermination. La chambre d'hôtel sentait légèrement le désinfectant au citron et quelque chose de plus ancien, de vieux tapis, peut-être, ou un air fatigué. Debout à la petite fenêtre, la main sur le cordon du rideau,
je regardais le ciel passer de l'or au gris. Ma valise, fermée, reposait au pied du lit, non pas que je l'avais oubliée, mais parce que je n'étais pas prête à admettre que j'étais là, seul et sans but. J'étais venu pour le mariage de mon fils. J'avais apporté le voile. J'avais apporté le cadeau. J'avais tout emballé soigneusement, des chaussettes de rechange, mon pilulier, et même une lime à ongles dans un sac Ziploc pour éviter qu'elle ne soit signalée à la sécurité. Ce genre d'organisation ne disparaît pas simplement parce qu'on vous désinvite par SMS. J'ai enfin ouvert la valise. J'ai disposé les choses comme si j'étais encore en déplacement, chaussures par terre, robe sur un cintre, produits de toilette dans la salle de bain. Puis j'ai attrapé la petite boîte en bois enveloppée dans un mouchoir, nichée parmi les vêtements. Le voile, lui, il avait appartenu à ma mère, Ruth en dentelle faite main, aussi délicat qu'un souffle. Elle le portait à son mariage, et je le portais au mien. Je l'avais fait nettoyer et restaurer, et j'avais payé plus cher le service de conservation que ma propre robe de mariée. J'imaginais le remettre à ma belle-fille le matin de son mariage, lui racontant comment il venait de femmes qui restaient, qui travaillaient, qui aimaient obstinément. J'imaginais son sourire. Maintenant, je passais mes doigts sur ce fin filet. Trop beau pour ce monde, pensais-je. Trop beau pour des gens qui envoient des messages de 5 mots pour effacer une mère. Je l'ai remis dans la boîte. Je n'ai pas dormi profondément cette nuit-là. Le lit était trop dur, les draps trop blancs. Allongé sur le côté, je regardais les ombres se déplacer au plafond, la télévision silencieuse dans un coin. J'attendais un autre message, un addendum, une explication, mais mon téléphone restait silencieux sur la table de chevet, l'écran éteint. Au matin, j'avais pris ma décision. J'ai appelé la réception et demandé le numéro d'un cabinet d'avocat local. L'homme au bout du fil m'a donné 3, d'une voix enjouée, comme le font les réceptionnistes d'hôtel. Je l'ai remercié et j'ai choisi le deuxième numéro de la liste, simplement parce qu'il ressemblait au genre de cabinet qui ne raccroche pas au nez des vieilles dames. Il pouvait me voir cet après-midi-là. J'ai confirmé l'heure, me suis habillé avec soin et ai remis le voile dans la boîte une dernière fois. Je l'ai laissé sur le bureau avec un mot, ne pas déranger. Je reviens. Mais je n'ai pas pris l'enveloppe cadeau, elle est allée dans mon sac à main. Je n'avais pas fini de réfléchir. Le cabinet d'avocat se trouvait dans un bâtiment beige, à côté d'un pressing. Ça ne payait pas de mine, mais la femme qui m'a accueilli dans la salle d'attente avait les cheveux argentés et un regard direct auquel j'avais confiance. « Mademoiselle Whitney », dit-elle. « Je suis Anne. Je dois mettre à jour mon testament, ai-je dit sans préambule. Et établir une fiducie. » Anne hocha la tête, sans demander pourquoi. Elle m'emmena dans son bureau et me servit un verre d'eau. « Je souhaite retirer mon fils, James Whitney, de ma liste de bénéficiaires, dis-je. Entièrement. Et je veux que tout revienne à ma petite fille. » Elle haussa légèrement un sourcil. « Puis-je vous demander pourquoi ? » « Parce qu'elle est la seule à ne jamais m'avoir menti, ai-je dit. Et parce que je ne laisserai pas l'œuvre de ma vie à un homme qui supprime sa mère comme un spam. » Anne n'a pas réagi avec surprise ni sympathie, elle a juste pris des notes. « Votre petite fille a-t-elle un tuteur légal ? » Elle a 18 ans, elle est en première année d'université. Brillante. Alors c'est simple, dit-elle. Nous rédigerons un testament et une fiducie entre vifs. Avez-vous des conditions particulières ? Oui, ai-je dit. Elle ne peut pas toucher un centime avant ses 25 ans, sauf pour ses études, ses soins de santé ou l'achat de sa première maison. Très raisonnable. Elle est gentille, intelligente, mais jeune. Je veux l'aider, pas la ruiner. Anne leva les yeux vers moi et sourit. Vous ne ruinez personne, mademoiselle Whitney. Vous rétablissez l'équilibre. Cela a pris 2 heures. En partant, j'avais un dossier avec des copies et une carte de visite. Je ne me sentais pas triomphant, juste résolu. Je ne ressentais rien, juste du calme, comme si j'avais enfin arrêté d'attendre que quelqu'un d'autre fasse ce qu'il fallait. De retour à l'hôtel, le soleil commençait à se coucher à nouveau, un nouveau ciel californien parfait. J'étais assise dans le même fauteuil près de la fenêtre, mais quelque chose avait changé. Le voile était toujours sur le bureau. Je ne l'ai pas déplacé. Au lieu de cela, j'ai pris mon téléphone et j'ai envoyé un SMS à ma petite fille, Clara. « Chérie, es-tu libre pour déjeuner demain ?» Elle répondit en moins de 2 minutes, « Bien sûr que je le suis, grand-mère. Où dois-je te retrouver ?» Et comme ça, je n'ai pas été désinvité de tout, juste d'un mariage.
Clara avait les yeux de son père. C'était toujours la première chose que l'on remarquait, écarté, sombre, pensif. Mais là où les siens étaient devenus réservés avec l'âge, les siens étaient ouverts, scrutateurs, le genre de regard qui attend les réponses au lieu de fermer les yeux sur les questions. Elle m'a retrouvé dans un petit café à 3 pâtés de maison de l'hôtel. Elle portait un jean et un chemisier blanc, les cheveux tirés en arrière en une tresse comme à 10 ans. Elle m'a serré dans ses bras dès qu'elle m'a vu. « Tu es magnifique », m'a-t-elle dit. J'ai failli répondre « Ne mens pas », mais je me suis retenu. Laisse-la le dire. Laisse-la le penser. Nous avons commandé des sandwichs et du thé glacé, puis elle s'est penchée en avant et a demandé doucement « Grand-mère, que s'est-il passé ?» J'ai pris une longue gorgée de thé. « Ton père a décidé que je n'étais pas invité, c'est tout. » Ses sourcils se froncèrent. « Mais il a dit que tu ne te sentais pas bien, que tu ne pourrais peut-être pas voler. » J'ai souri tristement. « Vraiment ? C'est généreux de sa part. » Elle baissa les yeux, jouant avec son emballage de paille. Il n'a pas dit grand-chose, en fait, juste que le mariage était petit, qu'il serait surtout familial. Eh bien, c'est vrai, ai-je dit. C'était une affaire de famille. Elle leva les yeux, le visage crispé par une expression mi-inquiète mi-honte. Il n'aurait pas dû faire ça. Non, dis-je doucement. Il n'aurait pas dû. Je ne lui ai pas dit ce que j'avais ressenti à l'aéroport, ni comment mes genoux avaient flanché en lisant ce texte. Je n'ai pas décrit le silence qui régnait dans la pièce, ni le poids du voile de famille encore plié dans sa boîte. Certaines choses ne sont pas faites pour être portées par les petits-enfants. Je peux te demander quelque chose, demanda Clara. Que s'est-il passé entre vous deux, toi et papa? Je me suis reculé, la question me hantant profondément. Que s'est-il passé, comme si c'était une chose, un instant, une fracture nette. Mais ce n'était pas le cas. C'était 1000 petites choses au fil des années, comme se tenir debout dans l'océan et se rendre compte peu à peu que la marée vous emporte. Il a changé, ai-je fini par dire. L'université l'a changé. Ou peut-être la vie, si. Je ne lui reproche pas de grandir. Je lui reproche de lui tourner le dos. Clara ne parlait pas, elle écoutait simplement. Cela seul signifiait plus qu'elle ne pouvait l'imaginer. Quand ton grand-père est mort, ai-je dit, James est rentré pour les funérailles. Il m'a tenu la main tout le temps, pleurant plus que moi. Il est resté 3 jours, et nous avons cuisiné, ri et partagé des souvenirs. Et puis il est parti. À chaque visite, quelque chose s'est refermé en lui. Il s'est marié trop vite, a déménagé vers l'ouest, a trouvé un emploi, une maison, un nouveau cercle d'amis. Il a cessé de me rappeler, m'envoyait des cartes cadeaux pour Noël au lieu de rentrer. Et quand je lui ai proposé mon aide, il l'a accepté, mais toujours avec une sorte de silence, comme s'il me rendait service en l'acceptant. Clara resta silencieuse. A-t-il jamais dit pourquoi? Non, ai-je hésité. Mais je savais. Je l'ai gêné. J'étais institutrice au pas glamour, pas élégante. Je portais des cardigans aux boutons amples et j'apportais des salades jello au repas partagé. La famille de sa femme, eh bien, ils viennent de milieux aisés. Ils parlent d'une certaine façon, s'habillent d'une certaine façon. Je n'ai jamais réussi à m'intégrer. Mais ce n'est pas une excuse, ai-je haussé les épaules. Les gens n'ont pas besoin d'excuses pour t'abandonner, juste de commodité. Clara semblait sur le point de pleurer, mais elle ne l'a pas fait. Elle avait mon sang-froid où je le voyais à son menton. Je veux que tu saches quelque chose, ai-je dit. Je ne te dis pas ça pour que tu choisisses ton camp. Je te le dis parce que personne d'autre ne le fera, parce que c'est la vérité, et parce que je veux que tu comprennes que ce que ton père m'a fait n'a rien à voir avec qui tu es ni avec qui tu deviendras. Elle hocha lentement la tête. Merci de me l'avoir dit. J'ai fouillé dans mon sac et j'ai sorti l'enveloppe que je destinais à son père et à sa future épouse. À l'intérieur se trouvait le médaillon, et non le chèque qui était déjà en cours de réacheminement. Je l'ai apporté pour le mariage, ai-je dit, mais je crois que je l'ai apporté pour toi. Elle l'ouvrit doucement. Le médaillon était petit et doré, gravé de délicates initiales, CW et LW, pour Clara Whitney, il y a longtemps, Louise Whitney, ma belle-mère. À l'intérieur se trouvaient des photos, une de Clara à 5 ans, et une de moi au même âge. Elle cligna rapidement des yeux. Je ne sais pas quoi dire. Dis juste que tu le garderas, dis-je. Je le garde. Le chèque irait à la fondation. Le voile retournerait au placard.
Mais cet instant, suffisait. J'avais cru perdre un fils, mais j'avais trouvé la vérité et une petite fille qui me voyait. Et c'était une base sur laquelle me construire. Mon mari est décédé un mercredi. C'était le début du printemps, un de ces matins lumineux où le monde semble trop vivant pour le deuil. Les jonquilles commençaient à peine à percer le sol près de notre porche. Je m'en souviens parce que je les avais remarquées le matin même, me penchant pour en toucher une, pensant à leur obstination, à leur constante repousse, malgré la force du gel. Il est mort doucement, sans drame, sans longue maladie, juste un souffle qui ne revenait pas. George Whitney n'était pas un homme remarquable, vu du monde. Il vendait des assurances, conduisait une Dodge, préparait son café trop léger, mais il m'aimait avec une constance qui surmontait toutes les déceptions de la vie. Quand ma mère est décédée, il m'a tenu la main pendant 6 heures d'affilée. Quand j'ai perdu le bébé avant James, il est rentré du travail et s'est allongé à mes côtés jusqu'à ce que je m'endorme. Nous avons été mariés pendant 34 ans, pas tous faciles, pas tous tendres, mais nous nous sommes choisis encore et encore, même dans le silence. Après les funérailles, James est resté 3 jours. Il a aidé à nettoyer le garage, trier de vieux papiers et ramener 2 cartons contenant les affaires de son père à l'aéroport. Le dernier matin, il m'a serré dans ses bras longuement, le menton contre mon épaule. « Tout ira bien, n'est-ce pas ?» a-t-il demandé. J'ai répondu « oui ». Et il m'a cru. Il m'a laissé la maison, la buick et un compte en banque qui pourrait tenir si j'étais prudente. Il m'a aussi laissé un long silence. Au début, je ne le ressentais pas. Je remplissais mes journées avec l'école où j'enseignais encore en CE2, ce qui impliquait des briques de jus, des lacets et des mains collantes. Le bruit aidait, les enfants ne laissent pas beaucoup de place à la réflexion. Mais le soir arrivait, et il était plus calme que jamais. Pas de voix dans l'autre pièce demandant où étaient les piles. Pas de bruit de pantoufles sur le sol de la cuisine. Juste le bruit du ruisseau de la maison et ma propre respiration. La première année, James m'appelait tous les dimanches, toujours à 17 heures. On parlait de la météo, de ma santé, de ses lectures. Puis c'est devenu un dimanche sur 2, puis une fois par mois, enfin seulement quand il avait besoin de quelque chose. Il y avait des excuses, bien sûr, le travail, les voyages, le bébé. Sa femme n'aimait pas les coups de fil. Il disait qu'elle aimait la structure. Elle aimait l'espace. Je lui en ai laissé assez pour qu'on perde un continent. Il ne l'a jamais dit ouvertement, mais je le sentais à sa façon d'hésiter avant de me présenter à de nouvelles personnes. Voici ma mère, suivie d'une pause, d'un changement de ton. Je n'étais pas assez élégante. Mes mains étaient usées. Mon rire était trop fort. J'ai commencé à lui envoyer des cartes cadeaux pour Noël, juste pour coller au ton. Je pensais que ça faciliterait les choses. Il ne s'est jamais plaint, mais les cartes n'étaient jamais accompagnées d'appels. Les gens parlent de la solitude du veuvage comme si c'était soudain, comme un coup de poing dans la poitrine. Mais pour moi, c'est venu progressivement. Après l'arrêt du ragoût, après l'arrêt des visites des voisins, après l'arrêt de James qui disait « Je t'aime » à la fin de nos appels, c'est devenu une évidence. Je ne me suis jamais remarié, je n'en ai jamais eu envie. George était le genre d'homme qu'on ne rencontre qu'une fois au patapa accent Graveleuil, mais authentique, présent. Il disait souvent, certains hommes essaient d'être des héros. Je me contenterai de rentrer. Et il l'a toujours fait, jusqu'à ce qu'il ne le fasse plus. Il y avait des nuits, surtout en 2e année, où je me réveillais et lui parlais quand même juste des mots doux dans le noir, lui racontant ce que James avait dit, ce que Clara avait dessiné, le bruit nouveau du fourneau. Je savais que c'était idiot, mais ça aidait. Je pense qu'il aurait été en colère pas exactement contre James, mais parce qu'un fils peut facilement oublier qui lui a appris à lasser ses chaussures, qui a nettoyé son vomi à minuit, qui a couru après son vélo, acclamant la première fois que les roues d'entraînement ont été enlevées. George aurait dit, « Marie, ne le laisse pas te traiter comme ça. » Avant, je répondais à voix haute, « C'est comme ça qu'il est maintenant. » Mais maintenant, je ne sais plus. Maintenant, assise dans cette chambre d'hôtel, le voile emballé, le testament réécrit, et Clara buvant du thé glacé, les genoux repliés sous elle comme une fille 2 fois plus jeune qu'elle, je me demande si George avait raison. Peut-être que j'ai trop laissé les choses traîner. Peut-être que j'ai trop cherché à m'excuser. Mais plus maintenant. Il y a un tiroir dans ma cuisine, chez moi, qui se bloque sur le côté gauche. Il faut tirer un peu, et il s'ouvre d'un coup avec fracas. Ce tiroir contient tout ce que je pensais ne plus jamais avoir besoin de consulter, des reçus, des lettres de banque,
des photocopies, de vieilles garanties et un dossier intitulé James. Je l'ai commencé quand il s'est marié. Au début, c'était juste pour organiser mes affaires, je ne voulais pas oublier ce que j'avais donné ou promis au cas où il me le demanderait. Mais avec le temps, c'est devenu autre chose, un registre, peut-être un registre discret de ce qu'il en coûte de rester dans la vie de quelqu'un quand l'amour ne suffit plus. Le premier document date de 2003, un chèque de $12 000 un acompte pour leur premier appartement. Il a dit que ce serait temporaire, le temps qu'ils se remettent sur pied. Ils ont emménagé un an plus tard dans un appartement que ses beaux-parents ont aidé à financer. Personne n'a mentionné ma contribution. Vient ensuite le remboursement d'une carte de crédit, $6,800. Il avait perdu son emploi et disait que les factures s'accumulaient. Je me souviens d'être assise à ma table de cuisine, lisant ses emails 2 fois avant d'appeler la banque. Je lui ai dit de ne pas s'inquiéter. Les mères ne laissent pas leurs enfants sombrer, du moins si elles peuvent l'éviter. Puis est arrivée la petite Clara, ma lumière. À sa naissance, je lui ai proposé un compte épargne pour les études. Il a dit que c'était trop tôt, qu'ils s'en occuperaient eux-mêmes. Ils ne l'ont jamais fait. Au lieu de cela, le dossier contient des reçus pour des couches, une poussette, une facture d'hôpital qui, pour une raison inconnue, n'a pas été réglée. J'ai envoyé de l'argent pour chaque chose sans poser de questions. En 2011, un ligament déchiré au genou. Il n'avait pas assez de congés payés, disait-il, et la franchise d'assurance était élevée, $2 300. J'ai fait un virement le jour même. En 2015, leur voiture est tombée en panne, pas la voiture de luxe que conduisait sa femme, la plus ancienne pour faire les courses. J'ai pris en charge les réparations, $120. Un an plus tard, le toit fuyait. Il a appelé au milieu de la nuit, d'une voix basse et précipitée, comme s'il ne voulait pas que quelqu'un d'autre l'entende. « Maman, je déteste te demander. » Il n'a pas détesté. J'ai fait un virement de $8 000 ce matin-là. Au total, le dossier contient des relevés de $57 000 sur 20 ans, sans compter les cadeaux, sans compter les vols pour aller leur rendre visite, sans compter les provisions que j'ai stockées dans leur cuisine quand ils étaient à court d'argent ce mois-là, sans compter le manteau que j'ai acheté à Clara chaque hiver jusqu'à ses 17 ans, sans compter le nouvel ordinateur portable que j'ai envoyé par la poste quand elle a dit que le sien était cassé et qu'il ne pouvait pas se le permettre maintenant. Ce n'est pas une question d'argent. Ça ne l'a jamais été. S'il m'avait remercié, s'il m'avait regardé dans les yeux et appelé juste pour parler, ça aurait été équilibré. Mais à un moment donné, ce n'était plus une aide, c'est devenu une attente ou une taxe silencieuse sur la maternité. Au début, je n'avais pas remarqué le changement. Les 5 premières années, chaque dollar était comme un câlin de loin. Mais au fil du temps, les appels n'arrivaient que lorsque j'avais besoin de quelque chose, et la chaleur s'est tarie. Les cadeaux sont restés sans réponse. Les dépôts sont restés sans réponse. L'année dernière, pour son anniversaire, je lui ai envoyé un chèque, un simple geste. Il l'a encaissé le lendemain. Il n'a pas appelé. Il ne l'a jamais fait. Le dernier papier du dossier date d'il y a 4 mois, un virement de $3 000 pour les frais annexes avant le mariage. Fleur, à compte, tout ce dont elle a besoin, avait-il dit. Je l'ai envoyé l'après-midi même, bien sûr. J'étais ravi d'être incluse, ravi d'être invitée. C'est drôle, non? J'ai payé cher pour être désinvité. J'ai regardé les papiers une dernière fois avant mon voyage. Je les avais ressortis pour me rappeler que je n'imaginais rien, que la distance entre nous n'était pas seulement émotionnelle, que je n'avais pas rêvé de cette négligence. C'était écrit noir sur blanc. On dit que l'amour ne compte pas les points. Peut-être qu'il ne devrait pas, mais la dignité, si. Cette première nuit à l'hôtel fut la plus longue que j'avais passée depuis des années, au plus longue que la nuit où Georges est mort, plus longue que la nuit où Clara est née et où personne n'a pensé à appeler. La climatisation bourdonnait doucement, et la lumière de la télévision projetait des ombres sur le mur, même si je ne l'avais pas allumée. Le silence me semblait plus sincère. J'avais tout déballé, mais c'était inutile. La robe que j'avais apportée pendait mollement dans le placard intact, simple, bleu marine, avec un peu de dentelle au col. Je l'avais choisie parce qu'elle me rappelait quelque chose que ma mère portait autrefois, modeste, élégante, intemporelle. C'était censé être la robe que je porterais pour voir mon fils se marier. Maintenant, elle ressemblait à un vêtement abandonné dans une friperie. Le voile était posé dans une boîte à côté du lit. Je n'arrivais pas à me résoudre à le remettre dans la valise. Il méritait mieux que des fermetures éclairs et des doublures en nylon. Il avait traversé des générations,
et je l'avais apporté ici avec espoir. Je me suis préparé une tasse de thé dans la minuscule cafetière dans le coin, le genre de thé qui a un goût de carton et de regret. Assis près de la fenêtre, la tasse chaude dans les mains, je regardais les voitures entrer et sortir du parking en contrebas. Quelque part, peut-être à quelques kilomètres de là, mon fils riait, terminant probablement son dîner de répétition, entouré de gens en robe de cocktail et chemise en lin, buvant du vin payé par quelqu'un d'autre. Je me demandais s'il pensait à moi, s'il ressentait cette absence, ou s'il était soulagé. C'était là le plus cruel, non pas l'exclusion en elle-même, mais la possibilité que cela ne lui ait même pas fait mal. J'ai regardé mon téléphone, pas de nouveaux messages, pas d'appel pour m'expliquer, pas d'excuses, juste ce mot de rejet de 5 mots, il y a quelques heures, toujours là, toujours non lu, toujours là. J'ai ouvert une note vierge sur l'écran. J'ai commencé à taper, cher James, puis je me suis arrêté. Que pouvais-je dire que je n'avais pas déjà essayé de montrer? Je l'aimais. Je l'ai élevé. Je n'ai jamais demandé grand-chose. Et pourtant, il s'est éloigné. Au lieu de cela, j'ai ouvert la galerie photo et parcouru de vieilles photos, lui à la maternelle une dent manquante, le visage illuminé par la malice, lui à 12 ans, en uniforme de scout, saluant de travers, lui tenant Clara dans ses bras à l'hôpital, la fierté et la peur agissant sur son jeune visage. Et puis, moins de photos, des intervalles plus longs, moins de sourires qui m'étaient destinés. Je n'ai pas pleuré. Je m'y attendais, mais les larmes ne sont pas venues. Ce n'était pas du chagrin que je ressentais. C'était quelque chose de plus profond, de plus lourd, la prise de conscience silencieuse que ce n'était peut-être pas une cruauté soudaine, mais la confirmation définitive d'un lent départ. Et puis quelque chose s'est produit. Vers minuit, alors que j'étais assis dans ce fauteuil raide, dans cette étrange pièce, j'ai senti un changement. C'était léger, pas bruyant, pas courageux, juste une pensée discrète, c'était peut-être une bénédiction. Si je n'étais pas venu, j'aurais peut-être passé une année de plus à faire comme si tout allait bien, à envoyer de l'argent, à attendre des appels téléphoniques qui ne venaient pas. Peut-être que ce moment cruel et brutal était la clarté dont j'avais besoin, car quelque chose en moi avait commencé à murmurer ce que George aurait pu dire s'il avait été là. Marie, tu as une vie aussi. Cette voix, si calme, si claire, m'a surpris. J'ai versé le thé froid dans l'évier et lavé la tasse. J'ai sorti la couverture supplémentaire du placard et l'ai pliée soigneusement au pied du lit. Je me suis brossé les dents, j'ai enfilé ma chemise de nuit et j'ai défroissé la couette à 2 mains, comme à la maison. Puis je me suis glissé dans mon lit, seul. Non pas parce qu'on m'avait oublié, mais parce que je m'étais rappelé quelque chose, je m'appartenais. Je l'avais toujours fait. Et si personne d'autre ne voulait honorer cela, alors je le ferais. Clara m'a appelé le lendemain matin. J'étais de nouveau assis près de la fenêtre, un café à la main, essayant de me mettre en appétit pour le petit déjeuner offert que je savais que je ne toucherais pas. Le téléphone a vibré doucement contre la table, et quand j'ai entendu son nom, quelque chose en moi s'est adouci. Au moins, quelqu'un pensait encore à moi dès le matin. Grand-mère, dit-elle d'une voix tendue. Je viens d'apprendre. Papa ne t'a pas invité. J'ai fermé les yeux un instant. Non, ma chérie. Il ne l'a pas fait. Le silence régnait sur la ligne, pas celui qui survient quand on ne sait pas quoi dire, mais celui qui exprime l'incrédulité et la colère. Je connaissais ce silence. Je l'avais vécu pendant des années. Je ne comprends pas, dit-elle finalement. Il m'a dit que ce serait juste une petite cérémonie, réservée à la famille. J'ai supposé que tu arrivais tôt. Je pensais que tu en faisais partie. Je l'étais, dis-je doucement. Dans ma tête, oui. Pourquoi n'as-tu rien dit hier au déjeuner? Pourquoi ne m'as-tu rien dit? J'ai pris une inspiration. Parce que je ne voulais pas que notre temps ensemble tourne autour de lui. Je voulais te voir. Juste toi. Je l'entendais bouger, faire les 100 pas peut-être comme elle le faisait toujours, enfant, quand quelque chose clochait. Il n'en a même pas parlé. Pas une seule fois. Comment a-t-il pu? Parce qu'il lui était plus facile de mentir que de me regarder dans les yeux, ai-je dit, et parce qu'il ne pensait pas que quelqu'un poserait des questions. Eh bien, il avait tort, rétorqua-t-elle. Je pose la question. Je vais la lui poser tout de suite. Non, Clara, s'interrompit-elle. Je le sentais. Non. Ce n'est pas à toi de régler ça, ai-je dit. Ce n'est pas ton combat. C'est le mien, et j'ai déjà décidé comment le mener. Elle était à nouveau silencieuse, mais pas avec ce silence creux cette fois,
c'était de l'écoute, de la compréhension. « Qu'est-ce que tu vas faire » demanda-t-elle. « Je l'ai déjà fait » dis-je. « Le voile reste avec moi. Le cadeau revient à quelqu'un qui le mérite. Et mon argent, Clara, mon nom, mon héritage, n'iront pas où je ne suis pas la bienvenue. Tu as réécrit ton testament. » Oui, dis-je. Sa voix était douce et posée. C'est à toi, ajoutai-je, non pas parce que tu me l'as demandé, ni parce que tu es de mon sang, mais parce que tu ne m'as jamais traité comme un fardeau. Je l'entendais respirer. Grand-mère, murmura-t-elle. C'est trop. Je n'ai pas besoin de. Je sais que non, dis-je. C'est justement là le problème. Tu ne m'as jamais donné l'impression de te devoir quoi que ce soit. C'est pour ça que je te fais confiance. Elle resta silencieuse un long moment, et lorsqu'elle le fit, sa voix était ferme mais rauque. Tu seras fier de moi. Tu le fais déjà. On frappa à sa porte, quelqu'un l'appelait, probablement son père, je suppose. Je dois y aller, dit-elle. Mais est-ce que je pourrais te revoir après le mariage? J'aimerais ça. Non, dit-elle fermement. Je suis sérieuse. Je veux rester près de toi. Je veux te connaître. Et ça, après tout, c'était le cadeau que je n'avais pas osé espérer. Après avoir raccroché, je suis resté assise un long moment. Le café était redevenu froid. Le monde extérieur s'éveillait. Quelque part, James nouait sa cravate, observait son reflet, plaisantait sur les retards des fleuristes, inconscient que sa fille venait de s'éloigner discrètement du récit qu'il avait écrit. Pas de rébellion, pas de scène, juste un pas calme et clair. Et peut-être que c'était suffisant. L'appel à la banque n'était pas impulsif. Il était délibéré, mesuré, comme poser un carton lourd qu'on a porté trop longtemps et trop loin. J'ai attendu jusqu'en milieu d'après-midi, sachant que les files d'attente seraient plus calmes. Le Minnesota avait 2 heures d'avance, et j'ai composé le numéro imprimé au dos de ma carte de débit, pas celui de l'application mobile, ni celui du site web. Je voulais parler à quelqu'un. Je voulais l'entendre dire à voix haute. « Merci d'avoir appelé la Northern Prairie Bank », dit la femme. « Ici Rachel. Comment puis-je vous aider aujourd'hui ? Je m'appelle Mary Whitney, ai-je dit. Je dois vérifier et annuler tous les virements externes programmés sur mes comptes, et je souhaite révoquer une autorisation liée. » Il y eut un court silence. Je l'entendais taper. « Bien sûr, Madame Whitney. Je dois juste vérifier quelques détails avant de commencer. » J'ai répondu à ces questions sans hésitation, date de naissance, 4 derniers chiffres, le nom de mon animal de compagnie d'enfance Samson, un labrador fidèle jusqu'au bout, contrairement à certains. Une fois mon dossier vérifié, son ton a légèrement changé, plus respectueux. Je vois qu'il y a actuellement 3 virements récurrents programmés, un versement mensuel de $850 à James Whitney, un versement trimestriel de $2000 au titre de l'aide aux ménages, et un versement annuel de $5000 prévu pour le mois prochain. Je veux qu'ils soient tous annulés, ai-je dit. En permanence? Oui. Et je voudrais révoquer tout accès qu'il a pour consulter ou demander des modifications à mon compte. Rachel hésita. Il est répertorié comme contact secondaire sur votre banque en ligne, avec l'autorisation d'initier des virements, mais pas de les finaliser. Nous pouvons supprimer cet accès immédiatement. Fais-le. Elle tapa à nouveau. Terminé. Puis-je demander, juste pour nos archives, si nous devons signaler cela comme une fraude, une réaffectation familiale ou un changement de situation personnelle? Appelle ça de la clarté, dis-je. Silence. Puis elle comprit doucement. Je lui ai demandé de m'envoyer la confirmation mise à jour par courriel, ce qu'elle a fait en quelques minutes. J'ai lu chaque ligne, chaque dollar, chaque lien rompu. C'était là, tangible, réel. Pendant 20 ans, j'avais financé sa vie comme un investisseur silencieux dans une entreprise qui ne m'avait jamais inscrite au conseil d'administration, loyer, facture, urgence qui se transformait en habitude. Je l'ai fait parce que j'étais sa mère, parce que je pensais que c'était ça, l'amour. Mais ce n'est pas de l'amour quand une seule personne se présente. Ce n'est pas une famille quand les appels sont assortis de conditions. Et je ne suis pas un distributeur automatique de billets. Ce soir-là, j'ai sorti de ma valise le dossier intitulé James. Je l'avais rempli instinctivement, sans savoir si j'en aurais besoin. Je l'ouvrais une dernière fois. Chaque feuille me paraissait plus lourde, non pas à cause de l'argent, mais à cause du silence qui suivait chaque transaction. Pas de merci,
pas d'appel, juste des retraits discrets. J'ai soigneusement empilé les papiers, les ai remis dans le dossier et les glissés au fond de ma valise. Je les déchiquetterai en rentrant. Un nouveau rituel, non pas d'effacement, mais de libération. Dans le silence de la chambre d'hôtel, je m'allongeai sur le lit, les mains croisées sur le ventre. Je n'éprouvais aucune colère. Aucune amertume. Je me sentais pur, cette pureté qui vient après avoir enfin dit la vérité à voix haute. Peut-être que James s'appellerait en s'en apercevant. Peut-être pas. Mais pour une fois, je n'attendrai pas. Le lendemain matin, j'ai marché, non pas parce que j'avais quelque part où aller, non pas parce que quelqu'un attendait de moi, mais parce que l'air était agréable sur ma peau et que j'avais besoin de me rappeler ce que signifiait bouger sans but, juste pour me sentir vivant. L'hôtel était près d'une petite place du centre-ville, de celle avec des bancs et de vieux arbres qui avaient survécu à une demi-douzaine de rénovations. Je suis passé devant une librairie dont l'enseigne en bois craquait doucement au vent. De l'autre côté de la rue, un petit garçon tirait la main de son père en désignant quelque chose dans la vitrine de la boulangerie. Le père s'est penché, a hoché la tête et a ri. Ils sont entrés ensemble. Je suis resté là à les observer plus longtemps que prévu. Des années auparavant, c'était James et moi. Un jour froid à Minneapolis, un café sur Enpin Avenue. Il avait 4 ans et voulait un roulé à la cannelle plus gros que son visage. J'ai dit, non. Il a fait la moue. J'ai cédé. Il a d'abord léché le glaçage, et nous avons tous les deux ri quand il l'a collé à son nez. Je n'avais pas repensé à ce moment depuis des années. La douleur m'a surprise, non pas parce qu'elle était douloureuse, mais parce qu'elle ne l'était pas. C'était chaleureux, un bon souvenir, intact. Il y en avait tellement, éparpillés comme des pièces de monnaie. J'avais oublié que je les avais laissés tomber. Nous avions connu de belles années avant l'université, avant la fierté, avant que le monde ne commence à juger les gens à leur élégance et à leur portefeuille. C'était peut-être là le plus dur, savoir que l'amour avait été authentique autrefois, et qu'il s'était érodé non pas à cause de la haine, mais à cause de la distance et de la négligence, comme une maison laissée sans surveillance jusqu'à ce que le toit cède et que personne ne se souvienne comment le réparer. J'ai emprunté une rue latérale bordée de jacarandas en fleurs. Leurs pétales tombaient comme des confettis violets sur le trottoir. J'en ai pris un, je l'ai tenu entre mes doigts aussi fragiles, si tenaces. Je suis passé devant une boutique de robes de mariée. Les mannequins portaient des robes lourdes de perles et de manches illusions. Au centre, une jeune femme en robe vert pâle ajustait la traîne d'une autre, épinglant le dos. Je regardais à travers la vitre. Elle n'était pas ma belle-fille, et ce n'était pas mon voile. Mais l'espace d'un instant, je me suis permis de faire semblant. Dans un autre monde, peut-être l'avais-je aidé à le choisir. Peut-être m'étais-je assise sur une chaise dans cette même boutique, les mains jointes sur mes genoux, retenant mes larmes tandis qu'elle se tournait vers le miroir. Peut-être avait-elle tendu la main vers moi. Peut-être avait-elle dit « merci de l'avoir élevée ». Mais on ne vit pas dans le mois de mai, on vit dans le jour d'après. Et ce jour-là, j'ai continué mon chemin. Un banc sous un arbre m'a appelé et je me suis assis. Des oiseaux volaient entre les branches au-dessus de ma tête. Une petite fille courait avec un ballon à l'hélium, son grand-père la suivant. Il m'a souri le genre de sourire que les personnes âgées partagent sans avoir besoin de nom. Je te vois, discret. Je l'ai vu aussi. Le vent s'est levé un peu, emportant l'odeur du pain de la boulangerie. Mon estomac gargouillait, rattrapant enfin ma liberté. Je me suis levé, j'ai épousseté mon manteau et je suis retourné vers la ville. Je me suis arrêté dans cette boulangerie et j'ai acheté un roulé à la cannelle. J'ai dit à la vendeuse derrière le comptoir, assurez-vous qu'il y ait trop de glaçage. Elle a ri. De retour sur la place, je me suis rassis et j'ai mangé lentement, découpant des parts et regardant le monde défiler. Personne ne me connaissait ici. Personne ne s'attendait à rien. Et pourtant, pour la première fois depuis des jours ou peut-être des années où je me sentais plus vu qu'à n'importe quelle réunion de famille. Le cabinet d'avocat était silencieux, niché au-dessus d'une agence immobilière, dans un immeuble de 2 étages aux boiseries vertes et à la peinture écaillée. Pas de réception, juste une plaque en laiton sur la porte, Chambers & Reed, avocat ou le genre d'endroit où l'on ne lésine pas sur l'apparence, et j'appréciais ça. Anne ouvrit elle-même la porte. Elle portait le même blazer bleu marine, la même expression posée. Elle m'offrit un siège et versa de l'eau dans un verre épais. Je n'en avais pas besoin. Je n'étais pas là pour adoucir quoi que ce soit. J'ai examiné les documents que vous avez signés la dernière fois, dit-elle en posant une pile de papiers bien rangés devant moi.
Nous avons retiré votre fils de la liste des bénéficiaires et ajouté votre petite-fille comme seule bénéficiaire de la fiducie entre vif et de la succession. J'ai hoché la tête. Bien. Souhaitez-vous inclure une lettre d'intention, a-t-elle demandé. Parfois, cela permet de clarifier les choix en cas de contestation. Personne ne le fera, dis-je. Il ne se battra pas pour quelque chose dont il ignorait que j'avais encore quelque chose. Elle haussa légèrement un sourcil, mais n'insista pas, d'accord. Nous avons également rédigé la fiducie irrévocable comme vous l'avez demandé. Les termes précisent l'accès à l'éducation, au logement et aux frais médicaux jusqu'à l'âge de 25 ans, après quoi Clara en aura le contrôle total. Parfait, ai-je dit. Elle est responsable, mais je veux qu'elle mérite le repos, pas qu'elle l'attende. Anne tapota le dossier, puis joignit les mains. Souhaitez-vous inclure une clause interdisant à James de contester ou de tenter d'accéder à la fiducie? Oui. Terminé. Le stylo dans ma main semblait plus lourd que dans mes souvenirs. Signer ces papiers n'était pas difficile. Ce n'était même pas triste. J'avais l'impression d'écrire un dernier chapitre à moitié terminé depuis des années. J'ai signé chaque ligne, mon nom ferme et sûr, Monsieur Whitney. Encore. Encore. Une fois terminé, Anne a rassemblé les papiers et les a scellés dans une enveloppe bleue. Voulez-vous que j'informe votre fils, demanda-t-elle. J'y ai réfléchi. Non, ai-je dit. Laisse parler le silence. Elle glissa l'enveloppe dans un tiroir. Alors, c'est fini. Alors que je me levais pour partir, elle posa doucement une main sur mon bras. Vous savez, dit-elle, la plupart des gens viennent ici en s'accrochant à leurs décisions, comme s'ils espéraient que quelqu'un les en dissuaderait. J'ai déjà passé 20 ans à flancher, dis-je. En bas, le soleil avait changé de direction. La lumière de l'après-midi s'étendait sur le trottoir. Je suis resté là un instant, mon sac à la main, étrangement léger. Je n'avais pas simplement changé de nom sur un document, j'avais réécrit l'héritage de ma propre histoire. James s'en sortirait. Il l'avait toujours été. Sa femme avait l'argent de la famille. Il gérait les hypothèques et les dépenses. Peut-être qu'il serait en colère, peut-être pas. Mais je n'avais plus peur de ça. J'ai hélé un taxi. Le chauffeur m'a jeté un coup d'œil dans le rétroviseur. N'importe où en particulier? Retour à l'hôtel, dis-je. J'ai un roulé à la cannelle qui m'attend. Il a ri. Et pour une fois, moi aussi. Je ne voulais rien lui écrire. C'était la vérité. Il y avait quelque chose de satisfaisant dans le silence, laisser l'absence faire son œuvre, laisser les questions sans réponse flotter dans l'air comme une fumée qui ne se dissipe jamais. Mais le silence, j'ai appris, peut aussi être synonyme de lâcheté. Et je n'avais plus peur de James au plus maintenant. Alors, ce soir-là, après que le soleil eut disparu derrière la rangée de boutiques de l'autre côté de la rue, je me suis assis au petit bureau de ma chambre d'hôtel, j'ai sorti le papier à lettres de l'hôtel, couleur crème avec un léger liseré bleu, et j'ai décapsulé un stylo noir. Ni un SMS, ni un courriel, mais de l'encre sur du papier. J'ai commencé par son nom. Jacques. Je suis arrivé jeudi comme prévu. J'avais apporté le voile, le cadeau et la robe que vous ne verrez jamais. Je me suis assise à la porte 14 avec une valise pleine d'histoire et d'espoir, et j'ai reçu votre message juste avant la récupération des bagages, 5 mots, en fait, c'est juste sa famille. J'ai attendu. Je pensais que c'était peut-être une erreur, que tu enchaînerais avec un autre, je suis désolé, on trouvera une solution, s'il vous plaît, venez quand même. Mais rien ne vint. Alors j'ai fait mon propre plan. J'ai dormi à l'hôtel. J'ai parcouru la ville à pied. J'ai observé des inconnus se montrer gentils les uns envers les autres. J'ai mangé un roulé à la cannelle, seul sur un banc, et je me suis senti plus digne que jamais depuis des années. J'ai pensé à ce que signifie être mère. J'ai pensé à ce que je t'ai donné, mon temps, mon corps, mon argent, mes histoires. Je me suis souvenu d'avoir veillé toute la nuit avec toi pendant les fièvres, d'avoir préparé des gâteaux d'anniversaire en forme de dinosaures, d'avoir conduit au concours d'orthographe, au match de foot et au cours de piano. Tu n'as jamais été sans amour. Tu n'as jamais été sans soutien. Et pourtant, quelque part, en chemin, tu as décidé que je ne correspondais plus à l'image que tu souhaitais ou que j'étais trop quelconque, trop petite, trop proche de tes origines et pas assez de la ville où tu allais. Je ne te reproche pas ta réussite. Je voulais que tu aies tout, mais je n'aurais jamais imaginé qu'en t'offrant cette liberté, je perdrais complètement ma place dans ta vie.
Ce n'est pas moi qui ai fait ça. C'est toi qui as choisi. Tu as choisi de ne pas inviter ta mère à ton mariage, non pas par cruauté, peut-être, mais par gêne. Tu n'as pas voulu m'expliquer. Tu n'as pas voulu m'intégrer à ta vie organisée. Alors je ne serai pas intégré. Au lieu de ça, j'ai annulé tous les virements futurs et supprimé ton accès à mes comptes. J'ai réécrit mon testament. Clara est désormais l'unique bénéficiaire de ma succession, non pas pour te punir, mais parce qu'elle n'a jamais fait comme si je n'existais pas. Elle m'a rencontré dans un café et m'a demandé ce qui s'était passé. Elle m'a écouté. Elle est restée. Elle s'en souciait. Tu étais ce garçon. Peut-être qu'un jour, tu voudras le retrouver. Si tu le fais, je ne claquerai pas la porte. Mais je ne resterai pas non plus sur le seuil, tenant un plateau de pardon pour quelqu'un qui ne t'a pas demandé. Ton absence à ton propre mariage n'était peut-être pas comme une chaise laissée vide, mais c'était la mienne. Et maintenant que je l'ai remplie de moi-même, de ma propre voix, je ne la rends pas. Je vous souhaite la paix. Et l'honnêteté, celle qui commence quand vous vous regardez dans le miroir et vous demandez, que ai-je choisi? L'amour, parce que je n'ai jamais arrêté. Maman. Je l'ai lu 2 fois avant de le plier. Sans colère. Sans artifice, juste la vérité, pesante et claire. Je l'ai glissé dans une enveloppe, j'ai écrit son nom dessus et je l'ai laissé sur le coin du bureau. Pas pour l'envoyer, pas encore, mais il existait désormais, comme une pierre posée délicatement sur une tombe, non pas pour marquer un décès, mais pour dire « je suis venu ». Je me suis souvenu. Et maintenant, je peux continuer à marcher. Le matin du mariage s'est levé comme tous les autres, ensoleillé, propre, avec une brise caressant doucement les palmiers devant ma fenêtre. Pas de fanfare, pas de courbature au juste le matin. Je n'avais pas d'invitation, pas de place parmi les rangées de chaises blanches, mais je connaissais l'heure, je connaissais le lieu. Clara l'avait mentionné une fois sans se rendre compte de ce qu'elle trahissait. Je n'ai donc pas revêtu la robe bleu marine que j'avais apportée pour la cérémonie, mais un chemisier gris clair et un pantalon confortable, propre, idéal pour s'asseoir dans un jardin, à regarder la vie s'écouler sans avoir besoin d'y participer. J'ai pris un taxi. Le lieu était une propriété privée sur une colline, le genre d'endroit qui se photographie bien, allée de pierre, ézarquée, rose pâle à la floraison trop parfaite pour être vraie. Les grilles étaient ouvertes, les invités filtraient au tout en pastel, l'un et rire. Je ne suis pas entré. Il y avait un banc de l'autre côté de la rue, à l'ombre d'un vieux jacaranda. Je me suis assise là, voile dans mon sac, mains jointes, silencieuse sans me cacher, juste en train d'observer. Un homme gara une voiturette de golf près de l'entrée. 2 femmes, vêtues de robes de soie assorties, se coiffaient mutuellement. Un jeune couple posait pour un selfie sous l'arche recouverte de lierre. J'entendais au loin le murmure d'une musique qui s'installait au décor douce et agréable. Je les regardais arriver, chacune inconsciente de la femme d'en face qui avait payé plusieurs de leurs flûtes de champagne. J'ai vu James aussi. Il est sorti d'une voiture noire, grand et élégant, riant d'une remarque du témoin. Son smoking lui allait à ravir, ses cheveux coiffés comme je le faisais quand il avait 5 ans. Il ne regardait pas vers la rue. Il ne se retournait pas, comme si le monde derrière lui n'avait jamais existé. Je n'étais pas en colère. Je pensais que je l'étais peut-être, que le voir dans son ultime acte d'exclusion pourrait briser quelque chose en moi. Mais je ne ressentais que de la distance, celle qui ne fait plus mal. Je me suis alors levé, lissant discrètement ma chemise et époussetant quelques pétales sur mes genoux. La cérémonie a duré 22 minutes, je le sais parce que j'ai compté. Des oiseaux allaient et venaient. Un chien aboyait au loin. Quelqu'un a renversé du vin blanc sur ses chaussures. Puis les applaudissements ont retenti fort et joyeux. Les gens ont regagné l'allée. La musique a repris. Les appareils photo ont cliqué. James a posé avec sa belle famille, avec des amis, avec l'officiant. Plus jamais avec moi. Je me sentais détaché. Il y a quelque chose de puissant à voir un moment dont on a été exclu et à réaliser qu'on y a survécu. ChatGPT a dit. Je me suis détourné du lotissement et j'ai repris la direction de la ville, passant devant des boutiques, devant le café où Clara et moi nous étions rencontrés, devant des inconnus qui me souriaient comme si j'étais à ma place. Et c'est ce que j'ai fait. Parce que parfois, ce n'est pas la famille qui vous invite à un mariage, mais celle qui vous retrouve le lendemain au petit déjeuner, juste pour savoir comment vous avez dormi. Clara m'a retrouvé le lendemain matin. Elle n'était pas maquillée, ses cheveux étaient attachés en un chignon lâche.
Elle avait l'air fatiguée, sans aucun rapport avec le sommeil. Mais en me voyant, elle a souri non pas poliment, ni par culpabilité, mais avec un sourire plus discret. Du soulagement, peut-être, ou de la reconnaissance. Nous nous sommes assis à la terrasse d'un petit café près du parc, celui-là même où nous nous étions rencontrés la première fois, sans que nous en parlions. Elle a commandé du thé. J'ai demandé un café fort. Pendant un moment, nous sommes restés assis, baignés par le bourdonnement matinal, vaisselle qui s'entrechoquait, vélo qui passait, chien qui aboyait après les pigeons. Comment c'était, demandai-je doucement. Étrange, clignatait-elle des yeux. Comment ça? Tout était magnifique. Parfait, vraiment, mais ça semblait léger. J'ai hoché la tête, la laissant trouver ses mots. Personne n'a parlé de toi, a-t-elle dit. Pas une seule fois. J'attendais ça à quelqu'un qui dise, dommage que Marie ne soit pas là, ou même qui demande simplement où j'étais mais personne ne l'a fait. Ça ne me surprend pas, a-t-elle ajouté en se mordant la lèvre. J'avais envie de dire quelque chose, j'ai failli le faire pendant les toasts mais je ne voulais pas que ça tourne autour de moi. Tu as bien fait, ai-je dit. Non, je ne crois pas, répondit-elle. J'ai juste fait ce qui était facile. Je la regardais attentivement. Ses yeux étaient rouges mais fixes, cette fermeté de Whitney échappait à son père, mais transparaissait en elle. Tu n'es pas responsable de ma douleur, Clara. Je sais, dit-elle, mais je le ressentais quand même. Elle sortit quelque chose de son sac, une serviette pliée. À l'intérieur se trouvait le médaillon. Elle le posa sur la table entre nous, mais ne me le poussa pas, je l'ai apporté hier, expliqua-t-elle. Je l'ai gardé dans la poche de ma robe tout le temps. Ce n'est pas une pièce de poche, ai-je observé. Je sais, sourit-elle, mais c'était bien, comme si je te portais avec moi. J'ai touché doucement le médaillon, puis je l'ai glissé vers elle. Il est à toi, ai-je dit. Pas seulement pour le garder, mais pour le porter, pour le transmettre. Elle baissa les yeux vers son thé. Je crois que papa sait que je suis contrarié. Il a essayé de plaisanter avec moi hier soir, mais j'ai à peine répondu. Tu n'as pas à choisir. Mais je l'ai déjà fait, dit-elle doucement. Pas de quand, juste la vérité. Je sais qui est honnête avec moi. Je sais qui me voit. J'ai alors senti quelque chose changer en moi. Ni triomphe, ni victoire, juste une guérison, comme une porte longtemps fermée et gonflée qui s'ouvre enfin en grinçant. J'aimerais pouvoir te promettre que ça ne sera pas plus dur, ai-je dit. Mais c'est possible. Plus on vieillit, plus on nous demandera de faire comme si tout allait bien alors que ce n'est pas le cas. Elle hocha lentement la tête. Tu es la seule à avoir jamais dit ça à voix haute. Je tendis la main par-dessus la table et la pris. Tu ne dois le silence à personne. Elle lui répondit par un petit serrement. Toi non plus. Nous sommes restés assis comme ça jusqu'à ce que le soleil nous chauffe trop les épaules, que le thé refroidisse, que la serveuse vienne et nous dise en souriant, vous vous ressemblez tous les deux. Et pour la première fois depuis des années, j'ai cru que c'était un compliment, car je n'étais pas seulement la mère oubliée de quelqu'un. J'étais la grand-mère de Clara. Et c'était plus que suffisant. Je suis rentré chez moi un mardi, même compagnie aérienne, même valise, mais tout semblait différent. L'air du terminal ne me serrait plus la poitrine comme les jours précédents. Mes pas étaient plus lents, mais plus réguliers. Je ne laissais rien derrière moi. Enfin, pas vraiment. J'emportais quelque chose dont j'ignorais avoir besoin, la fin des faux-semblants. Le vol était calme, quelques hommes d'affaires parcouraient les diapositives, un couple avec un enfant en bas âge somnolent contre l'épaule de l'autre. J'ai lu un livre que je n'avais pas terminé, j'ai regardé par le hublot et j'ai commandé du jus de tomate, juste pour goûter quelque chose de vrai. Le ciel de Minneapolis était doux et bas à notre atterrissage, ni dramatique, ni froid, juste sincère. Un taxi m'a ramené chez moi. Le chauffeur parlait peu, et je n'ai pas ressenti le silence. Les rues étaient exactement comme je les avais laissées. C'était un réconfort, pas une déception. En franchissant la porte, le ruisseau familier m'accueillit comme un vieil ami. La maison sentait légèrement la poussière et le nettoyant à la lavande. Rien n'avait changé mais pourtant, tout avait changé. Je posai doucement ma valise et traversai chaque pièce comme si je la découvrais nouvelle, la cuisine au carrelage écaillé, le salon où la chaise de George trônait encore sous la lampe de lecture, la chambre où la photo de lui et James, tout petit, reposait sur la table de chevet. Je ne la touchais pas, je ne la baissais pas, je la laissais simplement telle qu'elle était, un instant figé dans le temps,
non effacé par la suite. Je me suis fait du thé pas celui de l'hôtel, mais mon thé, de la camomille et de la menthe avec une cuillerée de miel dans la tasse sur laquelle était écrit « La maman la plus bien du monde », un cadeau de Clara quand elle avait 12 ans. Je me suis assise dans mon fauteuil près de la fenêtre et j'ai regardé la lumière de fin d'après-midi se poser sur la véranda. Les jonquilles s'étaient complètement ouvertes, jaunes et provocantes. Je n'ai pas pleuré, je pensais que je pleurais peut-être. Que rentrer à la maison libérerait les larmes que je n'avais pas autorisées. Mais au lieu de cela, je me sentais calme et propre, comme une pièce après avoir enfin arraché le vieux tapis et vu le sol en dessous. Plus tard, je suis allé au tiroir de gauche. Je l'ai ouvert, j'ai sorti le dossier marqué « James » et je me suis assise à la table, tournant chaque page une dernière fois, reçu, virement, note chacun étant le témoignage discret d'un amour qui n'attendait rien en retour et qui a reçu exactement cela. J'ai pris la déchiqueteuse dans le placard du couloir et j'ai introduit les pages lentement, une par une ou non pas par dépit, mais avec sérénité. Ce n'était pas une punition, c'était une taille. Ce qui ne pousse pas est coupé. Quand j'ai eu fini, j'ai vidé la corbeille dans un sac en papier et je l'ai déposé près de la porte de derrière pour le jeter à la poubelle. C'était léger, compte tenu de tout ce que ma vie venait de passer entre ses lames. Puis j'ouvris la petite armoire à linge et attrapai la boîte, le voile. Je le déposai sur le lit, avec précaution comme toujours, et passai mes doigts sur la dentelle. Je ne pleurais pas non plus. Au contraire, je souris. Le voile avait été porté par des femmes fortes rutes, qui avaient élevé 4 enfants pendant la guerre, moi, qui avais enterré un mari et continué à vivre. Il n'avait pas besoin d'un autre mariage pour avoir de la valeur. Il n'avait pas besoin d'une autre fille pour le porter pour avoir de l'importance. Il avait déjà fait son œuvre. Je le repliai dans son tissu, le noua avec le même ruban et le plaçai dans le coffre en cèdre. Peut-être que Clara le voudrait un jour. Peut-être pas. Je ne demanderai pas. Ce choix lui appartiendrait, comme cette semaine avait finalement été la mienne. Avant de me coucher, j'ai ouvert mon téléphone. Un seul message de James, j'espère que tu vas bien. La cérémonie s'est bien passée. Je l'ai regardé un long moment, puis je l'ai effacé, ni sans réponse, ni en colère, juste inutile. Je me suis glissé dans mon lit au même côté, même couverture pliée aux pieds, j'ai éteint la lumière, laissé le silence envahir la pièce et j'ai respiré. Personne n'allait réécrire le passé, mais j'avais réécrit ma place dans le présent. Et au matin, les jonquilles seraient encore là. Moi aussi. 3 mois se sont écoulés depuis le mariage. Ici, les saisons ont lentement changé, comme toujours. Les arbres sont passés du vert pâle à cette teinte plus dense et plus intense qu'ils arborent juste avant l'arrivée des chaleurs. Mon jardin refleurit des lilas cette fois et quelques tulipes rebelles que je pensais ne jamais voir revenir. Je passe plus de temps dehors maintenant. Non pas pour fuir la maison, ni pour m'occuper les mains, simplement parce que le monde me paraît plus doux quand je n'essaie de rien prouver à personne. J'arrose les plantes, je regarde les enfants du quartier faire du vélo trop vite, je cuisine des petites choses que personne ne demande, et je me repose. Je me repose d'une façon que je n'avais pas réalisé avoir oublié. Parfois Clara appelle. Parfois elle passe. On ne parle plus du mariage, on parle de ses cours, du livre qu'elle lit, d'un garçon dont elle doute. Elle apporte parfois du café et porte un de mes vieux cardigans. Elle me remercie toujours. Elle me serre toujours dans ses bras plus longtemps que nécessaire. C'est notre rythme maintenant, ce n'est pas un remplacement, c'est un début. James ne m'a pas appelé au pas depuis ce message auquel je n'ai jamais répondu et je ne m'attends pas à ce qu'il le fasse. Je n'ai plus besoin de tourner la page. C'est ce qu'on ne vous dit jamais, parfois, la solution n'est pas la réconciliation, mais la libération. Lâcher prise sans amertume. Sortir de l'ombre de quelqu'un et réaliser que le soleil vous trouve encore. J'ai fait du rangement, non pas parce que je m'apprête à partir, mais parce que je veux enfin vivre dans une maison qui ne contient que ce qui me sert. J'ai donné 4 manteaux, 2 vases et 3 boîtes de guirlandes de Noël que je n'ai plus d'échelle pour suspendre. Ça fait du bien de se décharger sans faire le deuil. J'ai retrouvé une vieille photo hier, James et moi au lac. Il avait peut-être 9 ans, j'avais un bandana autour des cheveux et des lunettes de soleil trop grandes pour mon visage. Il tient un poisson, un large sourire aux lèvres, sa main dans la mienne. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste regardé. C'était un bon garçon autrefois, et j'étais une bonne mère. Aucun mariage ne peut effacer ça. J'ai rangé la photo dans un tiroir, non pas pour l'oublier, mais pour ne plus attendre qu'elle reprenne vie.
Certains souvenirs sont mieux gardés en mémoire, comme des fleurs séchées pressées dans un livre. Inutile de les tenir tous les jours, il suffit de savoir qu'ils sont là. Et si vous avez lu jusqu'ici, je vais vous dire la vérité, je ne suis pas triste, pas comme on pourrait s'y attendre. J'ai pleuré mon fils bien avant ce texte. Ce que je ressens maintenant est plus léger, comme si je sortais d'une pièce sombre depuis des années pour retrouver la lumière authentique du matin. Cela ne veut pas dire que je ne l'aime plus, cela signifie que je m'aime davantage maintenant qu'avant. C'est le cadeau que je me suis fait cette année. Ni vengeance, ni châtiment, la dignité, la propriété, le silence choisi plutôt que subi. Et si, assis ou que vous soyez en train de lire ceci, vous vous êtes déjà senti mis de côté, effacé ou non invité par ceux-là même autour desquels vous avez construit votre vie, laissez-moi vous dire une chose simple, vous restez l'auteur de votre histoire. Ils ne peuvent pas écrire votre fin simplement parce qu'ils ont arrêté de lire à mi-chemin, levez-vous. Tenez-vous droit. Détruisez les vieux récits. Portez la robe quand même. Mangez le roulé à la cannelle. Dites la vérité, même si elle vous secoue. Et s'ils ne vous ont pas gardé de place, prenez votre propre chaise ou partez. Mais n'osez pas croire que vous êtes jetable. Vous ne l'êtes pas. Vous êtes la racine d'où ils ont grandi. Et vous, ma chère, avez le droit de grandir à nouveau selon vos propres conditions, dans votre propre lumière. Si cette histoire vous a touché, partagez-la. Racontez-la à quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Laissez un commentaire. Dites « Je te vois ». Parce que, je vous le promets, quelqu'un attend ces mots. Et si vous vous êtes déjà retrouvé seul à l'aéroport avec une valise pleine d'amour et nulle part où la déposer, sachez ceci, vous n'êtes pas seul, et il n'est jamais trop tard pour recommencer.